bienvenue dans le Culture Mag, c'est l'heure de votre rendez-vous avec les arts, les spectacles et les livres. C'est une émission spéciale à laquelle nous vous invitons maintenant, une émission consacrée à un visage, une voix, une pensée que vous connaissez bien. Elie Barnavi est l'invité du grand entretien, écrivain, essayiste, professeur d'histoire. Elie Barnavi a été ambassadeur d'Israël en France, doux, conciliant, c'est un militant constant pour la paix. Il était donc normal que les médias l'adorent. Elie Barnavi promène sa pipe, ses yeux bleus, son accent et ses analyses sur de nombreux plateaux télé et radio, dont le nôtre. Il est notre invité aujourd'hui parce qu'il vient de sortir un livre aux éditions Flammarion titré « 10 thèses sur la guerre ». Avec lui, nous parlerons de guerre asymétrique, nous parlerons de conflits inévitables, de paix chimérique et nous parlerons des médias internationaux qui aiment vraiment entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre sur i24 News. Merci Elie Barnavi d'être sur le plateau de Culture Mag. Alors vous sortez ce livre, 10 thèses sur la guerre. Est-ce que c'est une aubaine ou un hasard de sortir un livre pareil après que votre pays ait connu la guerre que l'on sait? Cyniquement, c'est une aubaine. Et c'est une aubaine dont je me serais bien passé. Bien sûr, c'est une aubaine. Je veux dire, du point de vue éditorial, évidemment, ce livre tombe à un bon moment, comme on dit dans le métier. Mais évidemment, c'est très très cher payé, le fait d'arriver à un bon moment. Alors vous dites en préambule de ce livre, 10 thèses sur la guerre, que vous voulez porter un regard innocent sur la guerre. Où est l'innocence? Parce qu'on lit, vous avez fait l'armée comme tout le monde, vous avez été parachutiste, vous avez vu des camarades déchiquetés, vous avez fait des incursions en Cisjordanie, des incursions punitives. Elle est où l'innocence? J'entendais par innocence le fait de porter sur la guerre un regard aussi neuf que possible. C'est ça que j'entendais par là. C'était innocent. Vous savez, nous traînons des siècles de réflexion, d'écrits, d'informations. Et ce que j'ai voulu faire, évidemment, je ne suis pas parvenu parce qu'il est très difficile de se débarrasser de cette gangue. Mais ce que je voulais faire, c'est d'essayer de regarder ce phénomène dont on écrit depuis 20 siècles, au moins plus, avec un regard aussi détaché, pas détaché, non, c'est pas le bon mot, mais aussi neuf que possible, aussi innocent que possible. Je laisse de côté ce que je sais, je regarde la guerre avec mon expérience et avec ce que je vois autour de moi. C'est à vous de me dire si cet exercice à peu près réussi. Écoutez, le livre se lit avec énormément d'intérêt. Alors votre premier constat, c'est que non seulement il n'y a plus de guerre, mais qu'en plus de ça, elle ne se gagne plus. Et le constat que vous faites, c'est surtout pour Israël, les États-Unis, bref, pour les pays démocratiques. Alors ce livre a été achevé avant la dernière campagne à Gaza, l'opération Bordure protectrice. Mais cette opération est évidemment une illustration de plus de ce que j'avance, d'ailleurs qui n'est pas extraordinairement original, que les guerres asymétriques, c'est celles qui ont lieu entre une énorme machine militaire et étatique et des organisations non étatiques, ces guerres-là ne se gagnent pas. La notion même de victoire et de défaite, ces notions n'ont plus le même sens. Enfin, on entend là maintenant de part et d'autre, on a gagné, mais personne ne gagne. Nous avons connu les deux. Nous avons connu les deux. Nous avons connu des guerres classiques, la guerre d'indépendance qui était aussi une guerre classique, contre des armées arabes, la campagne des Sinaï. Aujourd'hui, maintenant, les guerres ça, ne se c'est gagnent terminé. plus. La guerre de Kippour a été notre dernière guerre classique. Et depuis, on a ça. On a des opérations. Une guerre asymétrique avec une volonté de zéro mort d'un côté et beaucoup de morts de l'autre côté. Et beaucoup de morts de l'autre côté, et sans victoire militaire. Elie Barnavi, vous écrivez aussi dans votre livre qu'à l'époque du macartisme, les guerres froides étaient mues par la peur. Et que vous dites, la guerre ne peut pas être mue par la peur. Mais quand on voit les décapitations, quand on voit la menace de l'État islamique, ce n'est pas cette peur-là qui motive les guerres des puissances démocratiques? Non, enfin, la peur est naturelle. Je veux dire, c'est pas, quand vous voyez ça, vous dites, c'est terrorisant. Ce que je dis, c'est qu'il faut aborder les situations politiques qui conduisent à ce type de guerre de manière rationnelle, ce qui n'est pas du tout pareil. Ça n'exclut pas la guerre, bien entendu, mais de manière rationnelle. Savoir essayer de comprendre les ressorts des uns et des autres pour pouvoir vaincre
quelle que soit la façon dont on comprend ce mot aujourd'hui. Si on veut avoir raison du terrorisme, de ce type d'organisation, il faut les comprendre. Il faut aller jusqu'au bout de la compréhension. Il faut essayer de se mettre à leur place. C'est ce que j'ai toujours reproché aux Occidentaux, c'est d'être incapable, à cause de leur histoire, c'est très touchy ce que vous dites, de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un fou de Dieu. Et alors, et au final, pourquoi? De toute façon, ils vont décapiter, non? Non, une fois qu'on comprend, en quoi ça empêche? Pour pouvoir les comprendre. Si vous dites, par exemple, je vais donner un exemple très précis. J'écris tout un livre là-dessus, parce que c'est une affaire que j'estime extrêmement importante pour pouvoir combattre l'État islamique et ce genre d'organisation. Si vous dites ce qu'ils font, c'est pour des raisons rationnelles, des raisons politiques, des raisons économiques, des raisons sociales, des raisons d'aliénation, et si vous ne voyez pas que le ressort profond de leur action, il y en a d'autres, mais le ressort essentiel, et précisément la religion, est une certaine conception. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas faire face à ces gens-là. Vous ne comprenez on pas. On ne peut pas faire grand-chose contre Dieu, comme vous le savez, contre les fanatiques. Oui. Élie Barnaby, vous racontez dans votre livre votre expérience de soldat, l'annihilation de l'individu au profit du groupe. Vous dites une phrase qui est très drôle. Vous dites que Israël est une armée qui a un État. Vous qui êtes un pacifiste acharné, un militant de la paix, votre fils, 18 ans, vient d'entrer dans une... Je ne suis pas du tout un pacifiste, ne nous y trompons pas. Il y a l'une des thèses... Vous ne voulez pas la paix? L'une des thèses de ce livre, c'est très précisément du pacifisme. Alors, ça dépend ce qu'on entend par là. Si on comprend par pacifisme le refus absolu de la guerre, de la violence, je ne suis pas du tout un pacifiste. Je pense qu'il faut se défendre, je pense que nous avons besoin d'une armée puissante. Je pense que parfois, il faut faire la guerre, hélas. Je suis en revanche quelqu'un qui recherche la paix. Ce n'est pas du tout pareil. C'est même parfois antinomique. Vous savez, le pacifisme peut mener à la guerre. On l'a vu en France, en Europe, dans l'entre-deux-guerres. Le pacifisme est l'un des ressorts profonds du défaitisme qui a... Rechercher la paix, enfin je vous coupe, mais tout le monde recherche la paix. Manifestement, elle est très difficile à obtenir. Je voudrais juste vous poser cette question. Alors vous qui recherchez la paix et qui venez d'écrire un livre sur la guerre, votre fils de 18 ans vient d'entrer dans une unité combattante. Qu'est-ce que vous ressentez ? Je ressens ce que j'ai ressenti lorsque je me suis engagé moi-même, avec en plus l'angoisse de voir son fils y aller. Mais je pense qu'il a bien fait. Je pense que ça fait partie du devoir de tout un chacun dans ce pays qui est le nôtre. Je pense que c'est un pays qui a besoin d'une armée puissante et que c'est parce qu'on a une armée puissante que l'on peut envisager de faire les compromis nécessaires pour faire la paix. Donc les deux non seulement ne sont pas contradictoires, la recherche de la paix et la puissance militaire, mais elles sont à mes yeux malheureusement complémentaires. C'est ainsi que va le monde. Mais est-ce que vous pensez qu'à l'international on comprend ça, cette ambiguïté, la volonté de vouloir la paix et en même temps de mener des guerres permanentes? J'essaie de leur faire comprendre. C'est parfois compliqué. On va en reparler. Israël célèbre chaque année la journée du souvenir pour célébrer la mémoire des jeunes soldats qui sont morts. Quel est votre sentiment au prochain? Ça s'appelle Yom HaZikaron. Comment allez-vous vous sentir face à ces 67 soldats jeunes qui sont morts à Gaza, pour rien, pour beaucoup? Comme tout un chacun, un sentiment de tristesse, de compassion. Et parfois, je l'avoue, de rage, parce que beaucoup sont morts pour rien. Et nous savons exactement, et ce n'est pas seulement de la sagesse après coup, ce sont des choses que nous étions nombreux à le dire sur le coup. Voilà ce qu'il faudrait faire pour éviter le prochain round. Et on ne l'a pas fait. Vous savez, je pense souvent au fils de David Grossman, de l'écrivain, mort dans les dernières minutes d'une guerre absurde, après avoir appelé à arrêter les frais. Toute mort est épouvantable, et surtout pour un père. Mais une mort aussi idiote, aussi absurde, au sentiment de désespoir s'ajoute un sentiment d'absurde. Et ça, c'est insupportable. Élie Barnaby, vous avez été ambassadeur d'Israël en France pendant 2 ans, de 2000 à 2002. Comment voyez-vous la réputation d'Israël aujourd'hui à l'international? Pensez-vous qu'il y a du boulot à faire pour ce pays?
C'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas faux. C'est pas faux. Non, la réputation, nous avons beaucoup perdu. C'est un très long processus qui a commencé tout de suite après la guerre des 6 jours, c'est-à-dire à partir de ce que j'ai appelé le moratoire d'Auschwitz, et qui donc a transformé brutalement Israël d'une créature un peu chétive qui se bat pour sa survie en super-héros. C'est un peu le changement nous étions David, nous sommes devenus peu ou prou Goliath. Et puis il y a une lente descente comme ça, avec des moments plus ou moins heureux, chaque fois qu'on faisait un effort pour aboutir à un résultat positif. Et là, c'est la chute un peu brutale. Là, c'est la chute un peu brutale. Alors, il faut bien faire la distinction, si vous me permettez juste ce mot, entre les gouvernements et les chancelleries. Notre situation n'est pas mauvaise, elle est plutôt meilleure qu'avant, et les opinions publiques. Et là, ça ne va pas du tout. Ça. Je voulais vous couper parce que vous n'avez pas l'impression justement que l'international applique ce que vous dites, c'est-à-dire il faut les comprendre. Et donc, du coup, en comprenant ceux qui attaquent votre pays, eh bien, finalement, c'est Israël qui se trouve au banc des accusés. Non, je crois que c'est un peu plus compliqué. L'Occident comprend de mieux en mieux maintenant le ressort du terrorisme islamiste. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'ils nous ont laissé faire. La dernière opération, a été conduite dans un environnement international politique et diplomatique extraordinairement favorable. Donc ça, les gens comprennent mieux. Et quand vous voyez des scènes de décapitation publique, difficile de dire que les gens ne comprennent pas que d'autre côté, nous avons affaire à des barbares. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est la manière dont nous menons ce combat. Et surtout, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous ne fassions pas assez. D'après eux, ça se débat pour mettre fin au conflit. Et donc, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est l'occupation, c'est la colonisation des terres. Et ça, quoi que l'on fasse, vous savez, on parle beaucoup d'Asbara, de la diplomatie publique, il n'y a pas grand-chose à faire. Tant que votre politique... Non, il faut faire la meilleure asbara possible, c'est une bonne politique. Une autre incompréhension, vous avez publié pendant la guerre menée contre Gaza, vous avez publié un texte où vous évoquiez l'idiotie panicarde de votre pays, Israël, à l'égard de l'antisémitisme ou de ce que la France pouvait penser de la situation, de ce qu'Israël pouvait penser de la situation des Juifs, pardon. Est-ce que vous pensez qu'Israël se méprend sur la situation? Non, l'expression ne visait pas Israël et les Israéliens, elle visait le journaliste étranger qui écrivait dans Haaretz, c'est là. Est-ce que vous pensez que votre pays comprend ce qui se passe en Europe sur la montée de l'antisémitisme? Je pense que mon pays comprend mal l'Europe en général. Je dirais presque qu'Israël comprend encore moins bien l'Europe que l'Europe ne comprend Israël. Il y a une espèce d'incompréhension totale de ce qui se passe, y compris d'ailleurs de l'antisémitisme. Ça ne présage rien de bon, dites-moi. Non, il faut lire un peu. Il faut lire un peu et sortir un peu des idées, des sentiments tout faits. Quand on parle d'antisémitisme et que lorsque l'on lit, on entend des gens dire sérieusement que nous sommes de nouveau en Europe dans les années 30, j'ai envie de hurler, c'est idiot. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses désagréables, qu'il n'y a pas de phénomènes extraordinairement préoccupants. Mais nous ne sommes pas dans les années 30. Et justement, il faut commencer à comprendre ce qui se passe de manière à pouvoir réparer ce qui doit l'être. Elie Barnaly, vous sortez donc ce livre, vous allez faire énormément de promotions. J'imagine en France, on vous entend souvent sur les plateaux télé, on vous entend souvent à la radio, dans les radios françaises. Vous interveniez dans le magazine Marianne. Est-ce que vous avez l'impression que la presse a toujours envie d'entendre ce qu'elle a envie d'entendre et que finalement on fait appel à vous parce qu'ils se disent tiens, voilà un homme de gauche, alors je ne dis plus le mot pacifiste, mais est-ce que vous avez l'impression de leur donner ce qu'ils ont envie d'entendre et comment ça va se passer la promo? J'espère que tel n'est pas le cas, vous savez, parce que parfois je leur dis des choses très dures. C'est pas que je trouve... Le rôle d'un intellectuel, surtout d'un intellectuel comme moi, qui est un peu à cheval entre deux cultures, qui essaie d'expliquer la France et l'Europe ici et Israël là-bas, c'est de dire des choses déplaisantes aux uns aux autres sur les autres. C'est trop facile de dire ce que les gens veulent entendre. Je pense que
ils apprécient, dans la mesure où ils apprécient ce que je leur dis, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a une mesure à la fois de compréhension et de savoir, mais aussi de sincérité. Bon, eh bien écoutez, je vous remercie. J'avais envie de vous poser une dernière question, mais manifestement, je n'ai plus le temps. Élie Barnavi, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Je conseille vivement la lecture de ce livre qui s'appelle « 10 thèses sur la guerre ». Une toute petite question. Vous êtes un laïc, vous êtes issu d'une famille de rabbins. Plus on réfléchit, moins on croit. Pas nécessairement. Mais ça, pour ça, il nous faudra une autre émission. Une autre émission, on la fera. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour le Culture Mag aujourd'hui. On va se retrouver demain à la même heure pour un autre journal. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci.